En février, vous avez sûrement vu passer ces images du Mexique sur les réseaux sociaux. Mais alors, que s'est-il réellement passé et surtout, qu'en reste-t-il aujourd'hui, plus d'un mois après? Le 22 février dernier, le Mexique s'est embrasé après la mort de El Mancho, tué lors d'une opération de l'armée mexicaine dans l'état de Jalisco. Cet homme, c'était un baron de la drogue, c'était le chef de l'un des cartels les plus redoutés, le cartel de Jalisco Nouvelle Génération. Bref, c'était une figure centrale du narcotrafic au Mexique et surtout c'était l'un des criminels les plus recherchés du Mexique et des États-Unis. Donc cet homme, il était ultra puissant et sa mort a provoqué la colère du cartel qui s'est vengé avec une vague de violence, une sorte de démonstration de force dans plusieurs régions du Mexique, dont l'état de Jalisco. Barrages routiers, attaques contre des commerces, incendies de voitures, etc. Dans tout ce chaos, il y a eu beaucoup de rumeurs, de fake news, et une femme qui vit à Jalisco m'a raconté cette confusion et l'angoisse des premières heures. Je vous fais écouter son audio. Recuerdo con mucha ansiedad, no sabíamos mucho y nos llegaba demasiada información que no sabíamos cuál era cierta, cuál era mentira. Incluso circularon fotos con inteligencia artificial de un avión quemándose. A mí y mi familia nos dio muchísima ansiedad, es que empezaron a circular los rumores de que a las 12 el cartel iba a ejecutar gente de, pues civiles. Toda la gente se encerró. Y también dijo, ya después empezaron a gritar en los puestos que se estaban robando niños. No sucedió al final. Creo que estaban como solo queriendo asustar. Cet épisode, il raconte surtout la violence spectaculaire des cartels et il ne dit presque rien de ce que ça fait de vivre avec au quotidien. Et à ce propos, je vous fais écouter un autre vocal. Un mes después pareciera que no pasó nada, pero sí pasó. Seguimos con nuestras vidas, pero sabemos que hay otro submundo. Estos grupos que están internados entre nosotros, no sabemos si pueden ser nuestros vecinos y no sabemos si pueden ser cualquiera, ¿no? Ce qu'elle dit est très fort, on continue nos vies, sous-entendu, on continue de vivre normalement, mais en même temps, il y a cette idée qu'il existe une autre réalité en parallèle, presque invisible, qui coexiste avec le quotidien. Depuis 2006, les violences liées au narcotrafic ont fait plus de 450 000 morts et plus de 100 000 disparus au Mexique. Mais au-delà des chiffres, il y a quelque chose de beaucoup plus diffus, une culture qui s'est construite autour de cette violence, c'est ce qu'on appelle la narcoculture. C'est une manière de raconter le monde, une esthétique même, qui infuse aujourd'hui les musiques, les séries, le cinéma et parfois même la littérature. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique de vivre dans un pays où cette violence est devenue normale? C'est quelque chose que Dalia de la Cerda décrit très bien dans son livre Mexico Médé. Elle y raconte le quotidien dans un monde façonné par la culture du narcotrafic et non pas les figures du narcotrafic elles-mêmes, comme c'est le cas dans ce qu'on appelle les narco-corridos, ces chants qui s'inspirent de chants populaires apparus au début du XXe siècle et qui célébraient les héros de la Révolution mexicaine. Aujourd'hui, dans les narco-corridos, les narcotrafiquants sont devenus des personnages principaux et on y raconte leur ascension, leur richesse et leur pouvoir. Ces figures, elles incarnent souvent une forme de réussite accessible dans un environnement très marqué par les inégalités, le manque d'opportunités, la violence et le racisme. D'ailleurs, plusieurs chansons ont été écrites sur El Mancho, l'homme qui a été tué en février, comme celle-ci par exemple. Petit à petit, cette culture, elle a débordé du Mexique et elle façonne aussi aujourd'hui notre regard à nous, à l'extérieur. L'Amérique latine est souvent associée, notamment dans la pop culture, au cartel et à la violence. Et ce qui est intéressant, c'est que Dalia de la Cerda, elle prend complètement le contre-pied de ces représentations. Dans Mexico Médé, elle ne raconte pas les figures de pouvoir, donc elle raconte plutôt celles et ceux qui doivent vivre avec. Et au cœur de son livre, il y a surtout des femmes, des compagnes, des mères, des filles, qui doivent composer avec cette violence en permanence. Ce sont des fragments de vie racontés sous forme de nouvelles où la peur fait partie du quotidien. Et à ce propos, je voulais vous faire écouter un autre vocal. Nunca nos vamos a sentir seguros, solamente no podemos parar ni dejar de vivir, ni podemos detener, traer los ingresos a casa, pero no nos sentimos seguros. Yo creo que estamos muy lejos de sentirnos seguros, solo estamos acostumbrados a vivir con miedo. Ce que fait ce livre, donc, c'est de déplacer le regard, puisqu'on ne s'intéresse plus au cartel en soi, mais plutôt à ce qu'ils produisent dans les vies ordinaires, et elle fait le récit d'une expérience intime de la culture narco. Par exemple, l'un des personnages a réussi à partir pour faire des études, à prendre de la distance, et en fait, elle se rend compte que ça ne suffit pas, et elle dit, je vous cite, « Étudier François Fanon,
Angela Davis et Stuart Hall ne suffisaient pas à modifier les conditions matérielles de gamins et gamines qui sont des enfants de la guerre, qui n'ont pas connu d'autre monde que les tirs croisés, la militarisation et la glorification des organisations criminelles. Autrement dit, on ne sort pas si facilement de ce système et même quand on s'en éloigne, il continue de structurer les vies. Elle décrit aussi la violence exercée sur les corps des femmes, des corps qui doivent bien souvent se conformer à certaines attentes dans ces sociétés, chirurgie, hyperféminité, mise en scène de soi, etc. Et par exemple, le seul homme protagoniste de l'une de ces nouvelles dit « En vrai, elle n'était pas si canon. Déjà, c'était une fausse blonde, elle se teignait les cheveux, elle portait des lentilles de couleur et un fond de teint plus clair que sa peau naturelle. » Elle montre aussi que son contrôle, il est parfois plus diffus. Les femmes doivent être disponibles, elles reçoivent des pressions constamment, jusque dans la sexualité. Elle aborde aussi la question de l'avortement qui a été criminalisé au Mexique jusqu'en 2023 et qui, encore aujourd'hui, reste très inégal en fonction des États. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle fait tout ça, elle raconte tout ça au travers d'une revisite du mythe de Médée, cette figure tragique qu'on a poussée à une violence extrême et qui finit par tuer ses enfants. Elle prend complètement le contre-pied de ça aussi, puisque cette femme vient en aide aux autres femmes. Le livre, il montre autre chose que des femmes vulnérables et séduisantes, comme peut vouloir le faire croire la culture narco. Elle parle de femmes fortes qui sont actrices de leur vie. Ce recueil, avec son écriture très orale, il nous plonge dans l'intimité de ces femmes qui vivent la violence au quotidien et qui résistent, qui s'organisent et qui se soutiennent. En bref, les images que je vous ai montrées au début, elles exposent des moments, alors que le livre, lui, il explique une condition. Et c'est sûrement là la différence. Les récits dans Mexicomédée permettent de comprendre ce que les images ne montrent pas, comment s'installe la violence et comment on finit par vivre avec. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à la liker, la commenter et la partager. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et sur TikTok. En attendant la prochaine.